Ça a l'air d'être bon. C'est beau? J'espère. Parfait. Donc là, il faut que ma voix porte autant pour la salle que pour ici. Parce que le micro pour Oui, utiliser le micro quand même. Ah, Ça devrait marcher. parfait. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je m'appelle Nicolas Jolicoeur. J'agis aujourd'hui en tant que maire suppléant de l'arrondissement. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis accompagné de mes deux collègues, membres du conseil, que je vais laisser se présenter. Bonjour, mon nom est Éric Tanguay. Je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mort, Henri-Ouest. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Burnham, conseiller d'arrondissement dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Merci d'être là. Et nous sommes également accompagnés cet après-midi de M. Marc-André Hernandez, qui est directeur de l'aménagement urbain du patrimoine et qui agit aujourd'hui à titre de directeur de l'arrondissement. Je vais laisser M. Hernandez présenter les membres de son équipe qui sont présents. Merci, M. Jolicoeur. Donc, version estivale du comité de direction de l'arrondissement, le remplacement de moi-même pour patron de de l'autre côté de la table, nous avons M. Jean-François Ariane Bourti, qui représente la direction du sport, culture, développement social. Mme Justine Bélier, qui représente la direction des communautés. Mme Catherine Péaillotte, du bureau PCI. À ma gauche, Isabelle Gauthier, pour le service la direction des services administratifs, le cadre des ordres. Et Mme Daphne Claude, notre greffière et moi-même partenaire en remplacement, mais aussi directeur de l'aménagement urbain et du patrimoine. Parfait, merci. Donc, à 13h32, je déclare la séance ouverte. Passons maintenant, que le point 10.01 est complété. Passons au point 10.02, constatation de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 19 août 2026. J'aurais besoin d'un appuyeur et, en fait, pardon, on va commencer par un proposeur et Mme Tanguay et d'un appuyeur, M. Burnham. Donc, c'est adopté. Voilà. Merci. On passe maintenant en point 10.03, période de commentaires des élus. Est-ce que mes collègues désirent... Non? Parfait. Donc, on passe au prochain point. Point 10.04, période de questions et commentaires du public. Oui, au micro. Que nous sommes en séance extraordinaire. Seul l'audio est disponible, donc ce que vous voyez, l'appareil-là, c'est un micro pour pouvoir capter l'audio. Donc non, il n'y a pas de régie sur la caméra. Donc, j'appellerai la première personne pour la première question, M. François Artaud. Bonjour. C'est ce micro-là qui fonctionne. OK, les deux fonctionnent. Oui, il fonctionne aussi. Bonjour à tout le monde. Moi, je représente les amis du Parc Langrignon, un organisme pour la protection des milieux naturels du Parc Langrignon. On est venu au mois de juin poser des questions sur l'aspect de la réglementation, la protection des milieux face aux événements. On revient encore reposer les mêmes questions et là, avec des faits un peu plus différents. Moi, je vais commencer en rappelant que le parc Langrignon, c'est un milieu naturel protégé qui est inscrit au répertoire des milieux protégés et contributif à la biodiversité. Qu'un plan de conservation a été rédigé par le Service des Grands Parcs en avril 2025. Et je serais bien surpris de savoir qui dans cette salle a déjà lu ce document-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu.
Je tiendrai à noter pour ceux, vu qu'il n'y a pas de vidéo, que je suis le seul à en avoir une. Pourtant, dans ce document-là, on parle de la gestion du parc. Comment faire une bonne gestion pour un milieu naturel protégé. Personne ne l'a lu dans l'arrondissement. J'espère que ça ne représente pas l'intérêt de l'arrondissement face à la protection des milieux naturels. Donc, face à ces choses-là, je tiendrai à rappeler que les grands parcs, c'est des milieux naturels et c'est l'objectif des grands parcs de les préserver. Et le plan de conservation, c'est de s'assurer de leur protection. Donc, face aux événements que vous émettez, on a beaucoup de questions, surtout que quand on regarde le service des grands parcs, suspendre leurs travaux l'été durant la période de mars à août pour protéger la nidification des oiseaux migrateurs, pour éviter les perturbations sonores dans le parc. Et vous, dans la même période, vous émettez de nombreuses autorisations d'événements où les niveaux sonores sont très élevés et qui s'entendent à des kilomètres autour du parc. Comment il se fait que vous avez la responsabilité de préserver maintenant que le parc en Grignon est un milieu enregistré comme un milieu de conservation? Quel genre de gestion allez-vous prendre pour vous assurer de respecter le plan de conservation, le respect de la protection des oiseaux migrateurs et la protection des milieux naturels lorsque vous allez faire la gestion du parc? Merci, M. Artaud, pour votre question. Oh, pardon, un instant. Je tiens à souligner, déjà, vous remercier du travail que vous faites avec les amis du Parc Grignon, votre présence assidue au Conseil. On est en communication avec votre organisme régulièrement. Ce que je pourrais vous apporter aujourd'hui comme information, c'est que nous sommes en réflexion. Nous avons entamé une réflexion avec les services également pour tout ce qui est la question des événements au Parc Grignon. Je pense que c'est un enjeu majeur dans les points que vous nous apportez aujourd'hui. Donc, on réfléchit à tant la fréquence, le type d'événement, parce qu'on sait qu'il y a des balises qui sont en vigueur, mais on veut voir si elles correspondent bien aux exigences, en fait, au contexte du Parc Grignon. Donc, cette réflexion-là s'amorce. Je ne sais pas si M. Ariano Lortie aurait davantage à dire à propos de cet aspect-là. Réflexion au niveau de l'équipe, notamment pour s'assurer que le nombre d'événements peut aussi répondre à une population qui veut un lieu pour sa remplir, mais aussi répondre à aux intérêts des administrateurs aussi. Donc, on a commencé à une réflexion. On avait déjà entamé une stratégie dans le passé qui était une augmentation tarifaire assez substantielle pour les promoteurs, pour venir réparer puis pour venir entretenir cette situation de parc. Force est d'admettre que cette stratégie-là, c'est à revoir. C'est notre chance maintenant. En situation, mais si moi, ce que je remarque sur le terrain, que vous n'avez vous ne faites aucun contrôle de ce qui se passe sur le terrain. Vous ne semblez pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Les niveaux sonores excessifs. Vous allez avoir même une question sur le web, parce qu'on parle de ce sujet-là d'un groupe important de personnes qui se tenaient. Et je tiens juste à vous rappeler qu'au début de l'association, avant qu'elle soit enregistrée, en 2012, c'était déjà un problème au parc en Grignon, les systèmes de son. J'ai plein de documents. Et une des problématiques, c'était les systèmes de son. On a déjà débuté en 2024, en octobre 2024, en septembre 2025, avec M. Doré, des rencontres pour trouver des solutions. Et là, vous dites, 2 ans après, parce que 2 ans après, vous êtes encore en train d'étudier. Je ne comprends pas de recevoir encore, que vous n'ayez pas encore, en 2 ans, trouvé de solution. On peut se poser des questions sur
est-ce que c'est un manque d'intérêt de la part de l'arrondissement, une incapacité? Quel est le problème qu'après 2 ans, vous n'avez pas trouvé de solution encore? C'est quoi le problème? Soyez francs pour les électeurs. C'est un problème administratif, de gestion du personnel? Posez votre question, si vous en avez une, je vous inviterai à la poser directement. C'est quoi le problème que 2 ans après, vous n'êtes pas capable de trouver, de nous dire, voici les solutions. Vous êtes encore en train d'étudier 2 ans après à trouver des solutions. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? On travaille pas avec les services. Il y a différents enjeux pour lesquels on a tenté, on a mis en place des solutions, que ce soit par rapport à la clôture qui a été installée. Donc, on évolue, on teste des approches. C'est un enjeu qui est complexe de par nos capacités, comme vous avez mentionné, d'application. Mais nous, je ne voudrais pas laisser l'impression qu'on n'a aucun intérêt envers le parc Henri-Guillon. Donc, c'est notre grand-père. On veut en prendre soin et on prendra les mesures nécessaires dans ce sens-là. Je vous remercie d'être là et d'être présent à chaque fois. À cet égard, moi, je peux ajouter, le document que vous avez mentionné, ça ne me surprendrait pas que si Mme Dubar et Mme Fournier étaient là, elles auraient levé la main pour avoir posé la question. Puis moi, je m'engage à le lire avant le prochain conseil d'arrondissement. Merci. Donc, je demande à Mme Anne Pelletier de s'accrocher pour sa question. Oui, bonjour, à Pelletier, des amis du parc Henri-Guillon. Donc, moi, ma question, c'est par rapport justement à l'application de la réglementation lorsqu'il y a des événements. Présentement, il y a eu des changements, effectivement, là, pas le nier, là, qu'il y a eu une barrière. Sauf que lorsqu'il y a des événements qui sont autorisés par l'arrondissement, les organisateurs laissent entrer n'importe qui. Ils ont la clé, ils ouvrent la porte. N'importe quel véhicule, soit que c'est pour leur événement à eux ou pour quelqu'un qui va aller décharger du matériel pour son événement non autorisé, la porte est laissée grande ouverte les fins de semaine. Okay? Ça, c'est des constats. Là, je vous amène en introduction des constats. Il y a une journée, justement, qui avait été ouverte toute la journée, malgré les appels au 3-1, 3 appels au 3-1 pour venir fermer la barrière. L'autre aspect, c'est justement les véhicules dans le parc. Il y a sur place tous les véhicules qui rentrent. Il n'y a pas de contrôle en tant que tel, est-ce qu'ils sont pour l'événement. Les policiers nous ont dit qu'ils toléraient tous les véhicules qui rentraient. Il n'y avait pas de balise pour ça. Juste à faire remarquer que sur la demande de permis d'événement, avant, il y avait une section pour les grands parcs. Dans cette section-là, il fallait donner les numéros de plaque d'immatriculation. Et dans le nouveau formulaire, ça a été enlevé. Donc, on se pose la question pourquoi. Il pourrait avoir une cocarde ou quelque chose mis sur le pare-brise pour dire oui, je te autorisé pour tel événement, etc., je peux rentrer. Ça faciliterait le travail là, pour les policiers, quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est la question du contrôle du bruit pendant les événements. Dans les événements autorisés, le son continue après les heures permises. Donc, ça devait finir à 20 h, ça continue jusqu'à 20h30, 20h45. Et le niveau sonore, c'est excessif. Tout le monde le sait. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas allé au parc, ça serait vraiment. En tout cas, on va pas revenir là-dessus, là, on se comprend. Le bruit est excessif. Donc, ces points-là, un autre point qu'on a remarqué cet été, là, comme dans toutes les choses, c'est que les policiers ne semblent pas avoir les mêmes heures de fin d'événement que ce qui est mis dans les documents décisionnels. On se demande comment l'information est passée. Donc, ma question, c'est la suivante. À partir de ces faits-là, que comptez-vous faire là, pour améliorer l'application de la réglementation? Merci d'apporter ces constats-là. Rapidement, ce que je peux vous dire, les enjeux d'opération, donc tout ce qui est les policiers n'auraient pas le même horaire, que les policiers n'auraient pas de balise. Bon, malheureusement, on est en conseil extraordinaire, donc le commandant du PDQ n'est pas présent, mais on pourra s'assurer que ces enjeux-là soient communiqués. Ensuite, par rapport au formulaire, bon, je vous fais confiance par rapport à ça. C'est l'information qui va être transmise au service et qui pourra être validée, voir s'il y avait une raison à ça. C'est un point très important que vous apportez. La barrière, bon, là, on arrive à la fin de l'été, c'est la première saison où la barrière est installée. Alors, c'est certain qu'il pourrait y avoir des ajustements et c'est avec des constats comme ça qu'on va pouvoir faire les bons ajustements
dans le contexte. Et pour ce qui est du bruit, c'est un défi d'application qu'on a en ce moment, mais je pense que dans la réflexion qu'on veut avoir, puis qu'on vient de vous annoncer, ben, le bruit, c'est un des enjeux qui va nous enligner sur cette réflexion-là et sa complexité d'application. Tous ces événements-là, les frais sont, pas les frais, mais les coûts assumés par les promoteurs sont loin de compenser les coûts des services de l'arrondissement. Alors, c'est comme si nos propres taxes, avec nos taxes, on payait des événements qui font du bruit à l'équipement. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir dans ce sens. Merci pour cette sous-question. Je comprends cette réflexion-là. Là, je ne peux pas m'avancer à savoir exactement les coûts par rapport à la clarification. Je sais qu'on a augmenté justement la clarification. Ça fait partie de la stratégie pour le parc en Union. Je ne sais pas si on pourrait s'avancer en direct par rapport aux coûts, à l'évaluation des coûts pour chaque événement. Mais ça fait également donc, la clarification partie des réflexions et des mécanismes qu'on possède à l'arrondissement de la gestion du parc. Merci. Merci. Ayant épuisé les questions du public, des questions en personne, nous allons maintenant passer à la période de questions que nous avons reçues à l'écrit. Donc, je vais laisser Mme Claude faire la lecture des questions et j'y répondrai. Diane Deshôtels, comment, comme voisins du parc, pouvons-nous être assurés que le respect du règlement sur le respect de la faune et des résidents concernant les nuisances par le bruit seront respectés? Chaque fin de semaine de l'été ou presque, un événement organisé dans le parc en Grignon nous oblige d'endurer le bruit excessif des utilisateurs du parc. Les appels répétés au 911 sont devenus hebdomadaires. Le bruit excessif devient un enjeu de santé publique pour nous. Qu'y faites-vous? Merci pour votre question, Mme Deshôtels. Bon, là, il va peut-être bon, Mme Deshôtels est en présence là, pour les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront en rediffusion. Bon, je vous avais préparé une réponse que je vais vous lire ainsi. Le parc Grignon est un grand parc montréalais qui est desservi par une station de métro. Il est donc appelé à accueillir des événements d'envergure qui doivent néanmoins respecter des normes d'usage, d'horaire et de bruit. Sa vocation dépasse celle d'un parc de voisinage qui explique en partie la fréquence des événements qui s'y tiennent. Mais bon, cela dit, suite à des questions et des commentaires comme le vôtre, et j'ajouterai peut-être aussi M. Artaud et l'ensemble des amis du parc en Grignon, je peux vous confirmer que nous travaillons à une réflexion concernant la tenue des événements dans le parc en Grignon et cette réflexion se fait avec les services. Donc, d'ici là, vous avez le bon mécanisme, c'est bel et bien le 911 qu'il faut appeler dans le cas que vous nommez. Donc, je vous remercie de votre question et de votre présence avec nous. Monsieur Louis Poisson, la loi 103 du 13 novembre 2025 ne s'applique pas à la maison Benoît Labre qui, selon le texte même de cette loi, doit absolument détenir une exemption accordée par Santé Canada pour son service de consommation supervisée. Or, Santé Canada est encore en attente de renseignements clés pour prendre une décision depuis le 9 septembre 2022. La maison Benoît Labre ne transmet pas non plus les données qui pourraient aider à prévenir des surdoses. Compte tenu des risques qui perdurent toujours depuis son ouverture autour de la maison Benoît Labre et de sa proximité illégale avec Victor Rousselot, l'arrondissement va-t-il intervenir rapido auprès de nos députés fédéraux pour qu'aucune exemption ne soit accordée à la maison Benoît Labre par Santé Canada, tout en confirmant les précédentes informations? L'arrondissement est-il prêt aussi à aider concrètement les parents et résidents du Sud-Ouest et à faire connaître rapido à Santé Canada les raisons pour lesquelles, selon eux, aucune exemption ne devrait être accordée à la maison Benoît Labre? Merci, M. Poisson, pour votre question. Pour tout ce qui est de l'aspect réglementaire, je tiens d'abord à indiquer que la maison Benoît Labre offre ses services dans le respect des lois et des règlements qui sont en vigueur. Et pour ce qui est du service de consommation supervisée, la maison Benoît Labre est toujours dans l'attente des fonds du gouvernement du Québec pour assurer son déménagement. Merci pour votre question. Parfait. Donc, les questions par écrit étant épuisées,
Nous passerons donc au point 10.05. Donc, 10.05, période de commentaire du public pour la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 55 rue Anne. Donc, en point 40.01, plus tard dans le conseil, on aura à voter, en fait, à adopter cette demande de dérogation mineure. S'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est présenté aujourd'hui pour émettre un commentaire par rapport à cette demande de dérogation, c'est le temps de se lever et de faire valoir ce commentaire. Ne constatant personne, je passerai au point suivant. Point 10.06, période de commentaire du public. Demande de dérogation mineure pour le bâtiment situé au 872 rue du Couvent. Encore une fois, c'est un point qu'on verra plus tard dans l'ordre du jour au 40.02. Si une personne est ici présente pour communiquer un commentaire à propos de cette demande, il est temps de se lever et de nous faire valoir ce commentaire. Ne constatant personne, je passerai au prochain point. 30.01. Abroger la résolution CA25-2201-66, acceptée conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, Registre des lois et règlements du Québec, chapitre C 11.4, la prise en charge par le conseil municipal de l'acquisition du lot 1 853 591 du cadastre du Québec, situé sur la rue de la Montagne, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, appartenant à la coopérative d'habitation Sainte-Anne, à des fins stratégiques d'intérêt local. Est-ce que j'ai un ou une proposeur? Personne pour proposer. Madame Tanguay pour proposer. Et est-ce que j'ai une personne pour appuyer? Monsieur Burnham, c'est adopté. Point 40.01. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures, RCA 10-22-015, une dérogation mineure permettant d'augmenter la proportion d'unités de stationnement de petite dimension pour le bâtiment projeté situé au 55 rue Anne, au lot 2 596 620 du cadastre du Québec. Est-ce qu'une personne propose? Madame Tanguay, est-ce qu'une personne appuie? Monsieur Burnham, c'est adopté. En 40.02, accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures RCA 10-22-015, avec condition, une dérogation mineure relative à l'autorisation d'une aire de chargement en cours avant pour le bâtiment situé au 872 rue du Couvent, au lot 5 327 234 du cadastre du Québec. Est-ce qu'une personne veut appuyer? Madame Tanguay, une personne veut... est-ce qu'une personne veut proposer? Proposer, Madame Tanguay. Madame Tanguay propose et Monsieur Burnham appuie. Merci. En 40.03, édicté en vertu du paragraphe 9 de l'article 3 du règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, RRVM chapitre C 4.1, une ordonnance visant à réduire la limite de vitesse prescrite à 40 km/h à 30 km/h sur la rue Wellington entre la rue Butler et le boulevard Robert-Bourassa. Est-ce qu'une personne propose? Monsieur Burnham, est-ce qu'une personne appuie? Madame Tanguay. En 40.04, édicter les ordonnances nécessaires dans le cadre d'événements publics pour la séance extraordinaire d'aujourd'hui du 19 août 2026. Est-ce qu'une personne propose? Monsieur Burnham. Est-ce qu'une personne appuie? Madame Tanguay. En 40.05, approuver les plans PIA, projet de construction pour l'immeuble portant le numéro 55 rue Anne. Est-ce qu'une personne propose? Madame Tanguay propose et une personne appuie. Monsieur Burnham. Nous arrivons donc au point 70.01. Donc en 40.05, adopté et l'ensemble des points également. Désolé de cette impair. Donc en 70.01, période de questions et d'informations réservée aux conseillers et conseillères. Est-ce qu'un conseiller ou une conseillère peut prendre la parole? L'ensemble des points étant épuisés à l'ordre du jour, je déclare la séance fermée à 13h55. Merci et bonne fin d'après-midi.